Bienvenue à la Ligue mondiale de la menterie. Je suis votre animateur, Steven Slab. La Ligue mondiale de la menterie est propulsée par la microbrasserie d'Offord Quand on brasse. Première saison, été 2020 de la Ligue mondiale de la menterie, LMM. Les règlements de la Ligue mondiale de la menterie, la LMM. Les menteries doivent durer environ 7 minutes. C'est une histoire au jeu, une anecdote, et le but des menteurs et des menteuses est de vous convaincre que leur menterie est vraie. C'est ça, la Ligue mondiale de la menterie. Chaque présence de nos athlètes au stade de la menterie est disséquée, déchiffrée, commentée par nos deux analystes, Walker et Carter. Walker et Carter sont propulsés par la microbrasserie Quand on brasse. Parce que quand on brasse de la menterie, on est là. Il prétend avoir reçu l'ADN de Gary Carter par osmose avec une fausse balle. Premier champion numérique de la menterie, spécialiste du visuel, il commente même ce qui est hors champ. Votre analyste, Léopold Carter. Il a été proclamé meilleur menteur d'une multitude de concours, surnommé le baron de la menterie, spécialiste des légendes de village. Il n'hésite pas à rehausser le commentaire en ajoutant du piquant. Votre analyste, André-Marc Walker. Division métropolitaine, ceux qui viennent de la grande ville. Ligue mondiale de la menterie, LMM. Premier joueur de la division métropolitaine, Alexandre Gauthier, directement du quartier Rosemont à Montréal. Il nous arrive avec une histoire de job de cul. À ton tour, Alexandre. Tout le monde, je m'appelle Alexandre Gauthier. Puis bon, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, ça s'est passé il y a presque un an. C'est un moment où je cherchais de l'emploi comme scénariste. Là, je me cherchais une job. Donc, je suis allé sur les sites où on peut trouver des emplois. Bon, évidemment, il n'y a aucun emploi de scénariste sur ces sites-là, mais je me suis mis une petite alerte. Comme ça, si jamais il y a un poste qui sort avec le nom de l'emploi que tu as mis, tu reçois une petite notification sur ton téléphone. Alors moi, j'ai mis 2 notifications. La première, scénariste, parce que ça, je fais dans la vie, puis c'est ça que je cherchais comme job. Et une deuxième, pour me faire rire, moi, j'ai mis ninja. Je me suis dit, s'il y a des jobs de ninja, je vais être le premier à le savoir. Mais là, vous ne croirez pas ce qui s'est passé. Dans les semaines qui ont suivi, ding, 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 ça arrêtait plus de sonner sur mon téléphone. Ninja, 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 qu'est-ce que c'est ça? Mais là, pas des jobs de ninja cool, là. Je veux dire, des affaires genre, on cherche un ninja des technologies de l'information. On cherche un ninja de la réseautique. On cherche un ninja pour vendre des chars usagés. Un ninja à faire le ménage des toilettes. OK, gars, là, c'était pas si cool que ça. Puis j'en savais bien trop. Fait que là, j'ai enlevé la notification. Et de là, une longue traversée du désert. 40 jours, 40 nuits, rien pantoute qui sonne sur mon téléphone. Là, je commençais à désespérer. Je ne me trouverai plus jamais rien. Jusqu'à ce que, ding, ça sonne sur mon téléphone. Scénariste. Le salaire, excellent. 5 semaines de vacances en partant. Un abonnement au gym payé pour l'année. Tabarnouche, c'est qui cet employeur de rêve là? Là, je regarde MindGeek. Là, il y en a qui savent c'est quoi, là. Mais moi, juste te dire, à ce moment-là, je ne sais pas c'est quoi MindGeek, OK? Moi, je pense que c'est thinkgeek.com. Ça, c'est un site web sur lequel, avec mes amis au secondaire, on allait s'acheter des t-shirts drôles du genre Albert Einstein qui dit « Obéis à la gravité, c'est la loi! » MindGeek, pas la même affaire. Je veux dire, eux, MindGeek, ils vendent pas des t-shirts. Là. La preuve, sur leur site web, il n'y en a pas un maudit qui en porte un, OK? C'est le plus grand conglomérat de pornographie au monde. Ils détiennent des sites comme Pornhub, YouPorn, name it, il y en a plein. Pour ma lettre de présentation, je vais aller sur leur site pour faire un lien entre mes valeurs et les leurs, pour pouvoir connecter avec eux. Je me rends sur le site web de MindGeek et là, c'est pas tout à fait clair qu'est-ce qu'ils font sur leur site, OK? Qui sommes-nous? Nous regroupons des profils très divers, globetrotteurs, passionnés de jeux vidéo, fins gourmets, cinéphiles, accros à la culture pop, tous créatifs, innovateurs, inspirants, inspirés. J'envoie ma lettre, j'envoie mon CV. 2 jours plus tard, je suis appelé en entrevue. Je me pointe là-bas, check le building. Ça, là, c'est sur le boulevard des Claries à Montréal, juste à côté de l'Orange Gillette. Je veux dire,
Pour moi, là, ça, c'est le genre de place où les vieux notaires vont pour mourir. C'est pas le siège social de la plus grande entreprise de pornographie au monde, là. Je rentre dans les bureaux. Check ça, toi. C'est blanc, immaculé, moderne, des petits cubicules. Je veux dire, sérieusement, là, le bureau de mon dentiste, il y a un aquarium puis une lave à lampe. C'est 100 fois plus érotique que les bureaux de MindGeek. Comment je suis supposé me douter de quelque chose, moi? Je m'assois dans la salle d'attente. À côté de moi, il y a un gars musclé, bien boffé. Je veux dire, il y a des tatous, crâne rasé, tu sais. Je dis, excuse-moi, t'es-tu là pour l'entrevue de scénariste, toi aussi? Ben non, voyons. Moi, je suis pas scénariste, je suis acteur. Ah, ok, t'es acteur. Ah, ben y a-tu des films dans lesquels t'as joué que j'aurais peut-être pu voir? Moi, j'ai joué dans Des vacances tout inclus, puis dans La Titanic. Ouais, c'est un remake de Titanic qu'on avait fait, là. C'était bien bon, là. Je me dis, je vais chercher ça dans mon téléphone juste avant l'entrevue, hein, pour pouvoir en prendre un petit peu plus. Si jamais j'avais eu le temps de rentrer ça dans mon téléphone, j'aurais su. Mais là, Alexandre Gauthier, vous êtes demandé, il appelle mon nom. Je m'installe dans la salle d'entrevue avec eux autres. Le gars m'accueille, super sympathique. Il dit, bon, donc, Monsieur Gauthier, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez notre entreprise. Juste une minute, là. Si je connais votre entreprise. Je veux dire, depuis que j'ai 12 ans, moi, je vais sur votre site régulièrement. Là. Je connais votre entreprise. Il dit, c'est bien, on est content d'apprendre ça. Je dis, non, tu comprends pas. Là. Je veux dire, dans les pauses qu'on avait au secondaire, là, mes amis puis moi, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau sur votre site, on se ramassait ensemble, on le regardait à la gang. On était tous excités. Là. C'est, ok, donc vous connaissez vraiment notre entreprise. Mais là, il dit donc, si vous connaissez notre entreprise, pouvez-vous me nommer, ce serait quoi le film qu'on a fait que vous avez préféré? Là, je suis un peu fourré parce que je ne sais pas les films qu'ils ont fait. Alors, je réponds, c'est difficile, hein, parce qu'il y en a beaucoup, là, mais je dirais Vacances tout inclus, puis la Titanic, là, c'est sûr, ça, c'était très bon, là. Phew, j'avais dodgé cette balle-là, j'étais encore dans le game. Il me dit... mais là, vous, comme scénariste, avez-vous déjà des idées de films qu'on pourrait faire? C'est sûr que j'ai peut-être une couple d'idées, là. Ok, j'en ai une, là, je me lance, là, je vous dis ça comme ça, là, vous me direz ce que vous en pensez. C'est l'histoire, regarde, c'est une chanteuse. Hein, elle se fait connaître sur YouTube, là, tranquillement, tout ça, là, elle grimpe les marches du showbiz jusqu'au jour où elle arrive au sommet, puis là, elle se fait fourrer par son manager. Elle se fait fourrer. Je dis, oui, monsieur, elle se fait fourré par son manager, là, mais big time. Il dit, ok, puis il arrive quoi après? Fait que là, elle arrive, elle est au fond du baril, ça va pas, elle est dans la rue, et là, c'est là qu'elle croise un autre gérant qui la reprend. Oh, ok, il la reprend. Oh oui, il la reprend, là, mais solidement. Je veux dire, lui, là, il niaise pas ce gars-là, ça y va au toast. Puis tellement là, qu'à un moment donné, même elle se reprend elle-même. Oh, ok, elle se reprend. Oui, elle se reprend elle-même, puis quand le film finit, là, elle est au top. Ah, ok, donc elle finit sur le top. Oui, elle finit au top. Donc, c'est ça, c'est une idée, là. Je lance l'idée comme ça. Il dit, on aime votre style, c'est bien. Bon, j'ai une autre question pour vous. Vous, là, en tant qu'artiste, là, ça vous dérange pas de faire des films de cul? Je réponds, moi, monsieur... J'adore les films de cul. Je veux dire, moi, j'en écoute tout le temps des films de cul. Même le vendredi, là, avec ma blonde, on s'installe sur le divan, bouteille de vin, un petit film de cul. On adore ça. Et d'ailleurs, il y en a un super bon qui est sorti sur, tu sais, l'affaire du Watergate, Richard Nixon, puis tout ça. Là, ça vient de sortir, je sais pas si vous l'avez vu, là, c'est super bon. Hein? Mais non, j'ai pas vu ça. C'est quoi le titre? En fait, ils ont donné le nom de la source, là, le lanceur d'alerte. Donc, c'est un film, vous tapez ça, ça s'appelle Deep Throat. Là, c'est super bon. Là. Deep Throat, ok, ouais, on va regarder ça, c'est sûr. Hein, ça a l'air prometteur. Ça cliquait, lui puis moi, là. Tellement. Que là, il dit, là, Alexandre, je te ferai pas de cachette. T'es vraiment le genre de gars qu'on veut dans notre industrie. Alors, si tu vois pas de problème, lundi prochain, je t'inviterai à commencer avec nous chez Pornhub. Mais là, l'affaire, c'est que moi, ce que j'ai compris... Non, là, j'ai compris, là, je suis pas capable. J'ai compris que c'était de la pornographie, cette histoire-là. Mais là, j'avais deux choix, là. Soit je refusais parce que j'avais des principes et je devenais un ninja des technologies de l'information, ou non. J'acceptais son emploi.
Je travaille là quelques mois, puis ça me permet sur le site d'écrire un article pour Urbania et de me faire recruter éventuellement par Urbania comme scénariste. Donc, je suis juste vraiment content de vous annoncer, mesdames et messieurs, que depuis le mois de mars dernier, j'ai une job à temps plein chez Urbania. Moi, j'adresserais tout de suite le décor. Parce qu'on vient de changer de ligue, ligue métropolitaine, décor métropolitain. C'est vrai, ça, Léopold. C'est vrai, ça, Léopold. Les mais- livres sont classés, le classeur est classé, l'imprimante est imprimée, tout est là. Mais c'est son décor qui me fait dire que tout ça est un mensonge. Il termine en disant qu'il travaille chez Urbania. Oui. Si je regarde son décor, en regardant son décor là, qui est ici, là, et en même temps, il nous amène des preuves, des photos à l'appui durant son vidéo, il travaille clairement chez MindGeek. C'est encore le décor, son espace de travail de chez MindGeek. Et j'apporte aux preuves, Léopold, Vas-y, André-Marc. son vidéo ne m'a pas érotisé. Ah! Malgré le jeu de main, malgré le jeu de main. Moi, regarde, on ne pourra pas en parler en ondes, là, mais j'ai eu des sentiments. J'ai eu des sentiments et il m'a parlé de... Dans les reflets, tu sais, c'est un scénariste. Le scénario C'est vrai, est parfait. Puis, séparer le vrai du faux qu'un scénariste, on s'y perd. Moi, de toute manière, dans notre équipe, si j'étais encore un joueur là, Oui. actif, j'aurais pas pris Alexandre jamais comme receveur. Regarde donc, Léopold, pour quelle raison tu ne prends pas Alexandre Gauthier comme receveur? Ben, c'est pas un catcher. Il catche rien. Ah! J'avoue. Mais malgré tout ce qu'il apporte comme signaux au niveau de la main, il serait plus un lanceur. C'est un lanceur. Alexandre est un lanceur. Oui. Léopold, je connais bien Alexandre Gauthier et je sais qu'avec ce vidéo, tout ce qu'il a voulu, c'est se rendre au premier but. Ah! Jamais il ne va tenter de voler le deuxième. Parce que ça ne tente pas de courir. C'est juste pour ça. Il va espérer tout simplement de rester au premier but. Et peut-être que l'idéal serait que l'autre aurait un but sur balle qui permettrait d'avancer en marchant. En même temps, c'est un ninja. Oui, mais si je regarde évidemment le casting d'Alexandre Gauthier, c'est plus le ninja de Beverly Hills. En même temps, il y a des étoiles. Oui, il y a ça aussi. Ouais, c'est un 5 étoiles. Pour ta vidéo, Alexandre, on te donne 5 étoiles de ninja. Voilà. Deuxième joueur de la division métropolitaine, Francis Désilet, directement du quartier Hochelag à Montréal. Il nous arrive avec une histoire de roue. À ton tour, Francis. Salut. Moi, c'est Francis. Je ne sais pas si c'est évident ou si ça paraît, mais je suis roux. Ouais, je suis roux. Puis c'est pas facile d'être roux, hein. Je sais pas si vous savez, mais il y a plein de préjugés et de choses qui se disent à propos des roux. On a qu'à penser à toutes les blagues de roux sur leur âme, sur le fait que quand il pleut, ça pue. On a qu'à écouter. Daniel Bélanger a fait une chanson sur son album Tricycle. En fait, un sketch qui parle des roues. Non, c'est vraiment pas facile. En fait, je trouve ça très difficile. Surtout que, avec tout ça qui m'a frappé dans ma vie, ben, faut que je le dise, je suis pas né roux. Non, j'étais pas roux, moi, quand je suis né. En fait, je suis né d'un beau noir de jet. Les cheveux foncés, le teint et tout ça. Pas de taches de rousseur. J'étais beau. J'étais beau quand j'étais enfant. Puis à un moment donné, tout s'est gâché. En fait, je suis né à Grand-Tamouès. Ça, c'est un quartier de Drummondville. C'était une ville avant, il y a eu des fusions. Grand-Tamouès, c'est au sud de Drummondville, comme son nom ne l'indique pas. C'est tout près de Saint-Majoric. On va se concentrer sur Drummondville. Et ma mère, dans sa famille, il y avait plusieurs de ses frères qui étaient roux. Donc, quand je suis né, la première chose qu'elle a demandé au docteur, de toute façon, elle était contente de délivrer quand je suis né, hein, parce que je suis resté au moins 10 mois dans son ventre. Elle avait une malformation. Ça a été très, très, très difficile. Je devais naître le 25 mai selon les médecins et je suis né le 11 juillet. Faites vos calculs, il y a beaucoup de temps. Mais quand je suis né, la première chose qu'elle a demandé au docteur, c'est « Docteur, est-ce qu'il est roux? » Et quand le docteur a dit non, il a les cheveux noirs, elle a été soulagée. Comme je suis né par césarienne, elle ne pouvait pas me voir tout de suite. Et j'ai eu une enfance, somme toute, assez heureuse, dans une famille aimante. J'ai eu un frère et une sœur qui m'ont suivi, eux aussi avec des couleurs de cheveux normales et non pas rousses.
Et mes parents travaillaient très fort, chacun de leur côté, pour gagner leur vie, pour assurer notre subsistance. J'aurais même le goût de dire de gagner leur vie et la nôtre. Et mon père, à un moment donné, s'est pris d'une fibre entrepreneuriale et a décidé d'ouvrir une quincaillerie. Mais lui, il appelait ça une ferronnerie pour les gens qui bricolaient. On habitait dans un quartier en développement. Il y avait juste comme une dizaine de maisons quand mon père a bâti. Et là, d'autres maisons se bâtissaient. Il se dit, j'ouvre une quincaillerie dans ce coin-là. Tout le monde qui se bâtit, oui, des maisons neuves, à un moment donné, on va avoir besoin de ça. Il avait appelé ça la ferronnerie bricolo. Je trouve ça beau comme nom, mais ça me fait plus penser à une émission pour enfants qu'à un autre commerce, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et je me souviens, moi, tout jeune, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, j'avais aidé à construire la quincaillerie. Bon, aider comme un enfant peut le faire, là. Mais j'étais là, des travaux et tout ça, et une partie de mon enfance a été d'être dans la ferronnerie, parce que ma mère continuait de travailler, mon père aussi, en attendant que les affaires soient assez bonnes pour lâcher leur job et s'occuper du commerce, se relayaient les deux, des grosses heures, travaillaient toutes les semaines. Souvent, on se faisait garder, là. C'est à ce moment-là qu'à un moment donné, en jouant avec mon frère, il jouait avec les petits autos, puis dans la section peinture, il s'est penché pour aller chercher son auto entre les deux panneaux qui shake la peinture, puis il a accroché le piton. Il s'est fait brasser un peu les idées. En tout cas, toutes sortes d'aventures dans la quincaillerie, de la ferronnerie. Et malheureusement, à un moment donné, elle est passée au feu. Passée au feu, pas détruit complètement. Ils ont maîtrisé le feu assez vite, mais tout l'inventaire était enfumé ou plein de suie. Donc, à peu près tout a été perdu. Mes parents étaient mal assurés. Donc, ils ont fallu hypothéquer. On est retombé dans une précarité au niveau du niveau de vie, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, mon père a continué de multiplier les petites job-ins en plus de son métier premier qui était celui de facteur. Donc, il est retourné à ses premières amours, c'est-à-dire ce qu'il avait fait dans sa jeunesse, du paysagement, des pelouses, entretien de terrain, et il me traînait avec lui, bien sûr, puis le pendant hivernal du faisage de pelouse, c'est le déneigement l'hiver. Fait que mon père faisait du déneigement, et moi, bien sûr, je l'accompagnais, même si j'avais des petites mains et une petite pelle, c'était quand même ça de fait. Moi, je faisais les petits bouts de cours puis les galeries. Mais mon père, en entrepreneur, il avait décidé d'offrir un service de plus. C'était l'épandage de sel. Puis ça, du sel, ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis à un moment donné, il a comme compris qu'en revenant de l'école, moi, je passais à travers la cour de la voirie. Tu sais, où il y a des espèces de cônes, là, où on entrepose le sel. En passant là, à un moment donné, il m'avait dit « Ramasse donc 2-3 poignées de sel en passant. » Bon, on est dans les années 80, l'éducation, c'est autre chose. Fait que je faisais ça, je ramassais du sel, je mettais ça dans mes poches. Puis là, on se faisait une réserve de sel à la maison que je volais un peu, là. Puis là, ma mère, voyant ça, elle dit « écoute, tu pourras en ramasser plus. » Elle m'a fait des vêtements avec des poches intérieures, puis des grandes poches. C'est bien que je pouvais en mettre plus. Je ramenais ça. J'avais toujours plein de sel pendant l'automne, l'été, puis le printemps. Dans le désordre, bien sûr. Fait que je ramenais plein de sel, on accumulait du sel comme ça, et ça faisait que ça coûtait moins cher. Et puis là, le temps passait comme ça, puis je ramenais toujours du sel. Je me suis jamais fait prendre. C'était magnifique. Mais c'est là que j'ai changé. Puis à un moment donné, dans le cours d'école, je devais être rendu peut-être à 10 ou 11 ans. Il y a quelqu'un qui m'a crié « Hey, Carotte! » C'est là que ça m'a frappé. Qu'est-ce que c'est, Carotte? Je suis pas Carotte, j'ai les cheveux noirs. Pourquoi tu dis ça? Ah, tes cheveux roux. T'es roux. Puis là, tout le monde dans le cours d'école qui me pointe. T'es roux, t'as pas d'âme. Ah! Mais voyons donc, toi. Puis je l'avais pas vu. Tranquillement, j'avais perdu de ma beauté, des faibles, de ce noir d'ébène. Puis mon teint avait pâli, les taches de rousseur étaient apparues, puis mes cheveux avaient changé de couleur. J'étais pas barbu encore dans ce temps-là. J'étais devenu laid. J'étais devenu roux. Comment ça avait pu arriver? En fait, mes parents l'avaient vu venir, l'avaient vu arriver, mais n'avaient pas osé en parler. De toute façon, ça s'était fait tranquillement en se disant, bon, c'est peut-être juste une mauvaise passe, peut-être ça va revenir. Et finalement, j'ai consulté un médecin. Le médecin qui m'avait accouché, celui-là même qui m'avait sorti du ventre de ma mère. Puis, tu sais, c'était un médecin avec les lunettes sur le bout du nez. Ben oui, c'est assez curieux, ça, comme phénomène. C'est assez curieux. Mais lui, il pouvait pas me dire ce qui s'était passé pour que je devienne roux tout à coup. Tu sais, il y a certains changements de couleur de cheveux, mais là, c'était radical, là. C'était vraiment radical. Il a consulté un de ses amis spécialistes, puis qui a compris, finalement, ce qui s'était passé. Il dit,
m'a posé plein de questions sur notre vie. Ben oui, on a vécu pauvrement parce que le commerce et tout ça avait brûlé. Puis est-ce que l'alimentation avait changé chez vous, qui m'a demandé le spécialiste? Bien sûr, on mangeait un peu pauvre. Plein d'aliments riches en fer, du sarrasin, du chou, beaucoup de viande rouge, des patates puis de la viande rouge. C'était très riche en fer. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Une alimentation très riche en fer. Puis toi, t'as eu du sel que t'as caché dans tes vêtements, c'est ce que tu m'as raconté. Ouais. Tu sais, le secret professionnel, je savais qu'il pourrait pas me dénoncer. Alimentation riche en fer, plus du sel. Du sel, du fer, qu'est-ce que ça fait? Ça oxyde. C'est ce qui s'est passé. T'as oxydé, mon jeune. T'as oxydé, tes beaux cheveux noirs sont devenus roux à cause du sel puis du fer. En fait, c'est bien simple. Si t'es devenu roux, c'est parce que t'as rouillé. C'est comme ça que j'ai su comment je suis devenu roux. Ben quand même, hein? Un décor campagnard dans une ligue métropolitaine. Faut le faire. Mais en même temps, Léopold, ça paraît que Francis Lay est pas chez lui. Il n'y a aucun compteur qui peut se payer un tel déco. C'est sûrement un chalet dans une région éloignée. Mais en même temps, il veut aller chercher le vote trad des régions. Ah, fort. Fort, ça, Francis. C'est très fort. Très fort. Parce qu'on sait que ça vote. Les régions votent toujours du même bord. C'est un vote traditionnel depuis tant d'années. Et c'est ça que tu es allé chercher, Francis. Belle utilisation de ton environnement. Puis, ça n'a pas été facile, hein? Il a été chercher des souvenirs douloureux. Puis, il nous expose un problème de roue. C'est sûr que, bon, il fallait s'y mettre. Moi, en tant que chauve, il fallait que je me mette à sa place. C'est pas facile, pas évident. Mais en même temps, c'est un problème de mascotte pour moi. Parce qu'on va se le dire. Où là, tu veux aller avec ça, Léopold? Ben, Youpi. Youpi n'a pas toujours été roux. Orange, là. Avant, il était noir de jet. Youpi était noir de jet. Oui. Si tu regardes, là, en 80, début 80. Ah ben, Francis nous fait un raccord historique avec le baseball. J'aime ça, ce que tu fais là. En même temps, il nous parle beaucoup de la rousseur de ses cheveux, de ses grains de beauté. Et en même temps, Francis, tu mets en valeur la tignasse. T'es comme le Samson de la menterie. Oui. T'es comme Mais sans son, je t'avouerais que c'est sûr que ça sortirait moins fort, là. Mais quand même, c'est pas ton talon d'Achille, la tapaignure. Et ça, j'aime ça, Francis. Oui. Non, c'est très fort. Puis C'est pas Randy Jackson qui a fait Johnson? Faites des recherches sur Google. googlez. La chevelure d'un joueur de baseball de 1994, c'est ça que tu représentes, Francis, grâce à ta chevelure. Puis on te pardonne ton changement d'équipe radical. Que vous avez parlé au Paul, quel changement d'équipe? Le cheveu noir aux cheveux roux. C'est comme pour lui, ça. En tout cas, je suis content que tu nous aies révélé tout ça. Puis il va chercher le vote roux aussi. Là. Et Léopold, pour terminer, je connais aussi également Francis Desilets. Je sais que par cette menterie, il ne veut pas frapper la balle en lieu sûr, mais il ne veut pas non plus se faire retirer. Ce que Francis recherche, c'est le but sur balle intentionnel, lui permettant de déposer tranquillement le bâton et de marcher à son propre rythme jusqu'au premier but. Voilà. On verra s'il se rendra au deuxième. Troisième joueuse de la division métropolitaine, Véronique Béchard, directement de Saint-Charles-sur-Richelieu. Elle nous arrive avec une histoire de camping. À ton tour, Véronique. Bonjour, je m'appelle Véronique Béchard et je suis une adepte de plein air. En tant qu'adepte de plein air, j'ai vécu plein d'aventures et celle que je m'apprête à vous raconter a changé ma vie. Bienvenue chez nous et mon anecdote, la voici. Il y a quelques années, j'ai dû me faire opérer pour la gorge et mon amoureux m'a offert le cadeau le plus sympathique qui soit, me sacrer patience. Il m'a payé 1 semaine au sous-bois 7 du parc du Mont-Tremblant et je vous y amène, on commence sur la plage. Je m'étais apporté un livre, mais en fait, je faisais semblant de lire parce que j'écoutais ce qui se passait alentour. Il y avait l'adolescent bougon qui essayait de négocier une sortie le soir pour aller rejoindre ses potes à Saint-Donat. Il négociait avec sa maman monoparentale qui était vraiment pas d'accord. Il y avait aussi le petit couple de Français fraîchement arrivés dans une first date de sauvage. On se la joue camping, on se la joue
Mais non, elle aimait pas ça. Il fait froid, mais qu'est-ce qu'il fait froid? Mais comment ils font, ces Québécois? Du coup, je me les gèle. Il y avait aussi... il y avait aussi la princesse aux bonbons qui avait perdu ses palettes récemment, d'à peu près 9 ans, très rondouillarde, qui voulait tout le temps manger d'autres bonbons, encore plus de bonbons, du sucre, du sucre, du sucre. Il y avait le petit couple qui avait eu un bébé récemment et visiblement la maman avait fini d'allaiter parce qu'il était même pas midi encore, il était déjà sur le pinot gris pas mal fort. Il y avait aussi 2 femmes d'à peu près 50 ans qui avaient acheté un nouveau beau kit à pique-nique chez Winners puis qui l'inauguraient. Tout ça m'a un peu étourdie, ce qui fait que en début d'après-midi, j'ai décidé d'aller courir. J'ai mis mon beau kit de compression, ça me donne l'allure d'une fourmi des montagnes parce que le kit de compression te compresse tout et ça fait un peu noir et un peu luisant. J'aime ça parce que les gens me parlent pas quand je suis comme ça. De toute façon, moi, je pouvais pas vraiment parler. À l'entrée du sentier de la chute aux roches, j'aperçois la princesse aux bonbons avec ses parents qui essaient de négocier de ne pas aller dans le sentier, mais pour ses parents, c'est vraiment pas une raison de négocier. Alors ses parents commençaient à marcher tranquillement et la princesse a décidé de voir jusqu'où elle allait les laisser s'éloigner. Et à un moment donné, elle s'est levée, elle est partie à courir le plus vite qu'elle pouvait pour au moins 4 foulées, puis après elle s'est enfargée, elle s'est mise à pleurer. Je suis allée la voir, mais comme je m'étais fait opérer à la voix, ma voix sortait un peu comme avec mon kit de fourmis des montagnes, ça faisait peur plus qu'autre chose. Elle s'est relevée et elle est repartie à courir. Après quoi, elle s'est enfargée et là, elle est tombée pour de bon. Son collier de bonbons combiné à la chaleur torride du début d'été a fait que ça fait une espèce de sirop sucré dans son cou qui a attiré une horde de ratons laveurs qui en avaient pour ce collier. Ils ont décidé de dévorer le collier. Non pas la petite fille, mais le collier. Mais la petite fille, elle avait peur. Et là, elle essayait de se déprendre de cette horde de ratons laveurs. Elle tirait, tant et si bien que même si les ratons laveurs ne lui ont pas fait mal, elle s'est fait mal sur les ratons laveurs. Quand j'ai vu ça, je pouvais pas ne rien faire, donc je suis allée tasser les ratons laveurs de là et au moment même où j'ai tassé le dernier raton laveur, les parents sont arrivés m'accusant du même coup d'avoir traumatisé leur fille à tout jamais. Je suis partie à la course et je me suis cachée dans la forêt toute la journée. J'ai attendu que le soir tombe et que le calme revienne dans le camping. Il faisait noir, ça avait l'air de dormir pas mal partout. Je suis rentrée dans le camping, j'ai entendu le bébé pleurer. Les parents avaient tellement bu, ils étaient tellement saouls qu'ils n'étaient pas capables de se réveiller pour consoler leur bébé. Fait que moi, je suis allée chercher le bébé, je l'ai pris dans mes bras, puis il s'est calmé tout de suite. J'ai continué jusqu'à ma tante et chemin faisant, j'ai entendu notre amie de France. Elle avait toujours froid. Et là, moi, j'avais un truc de scout. J'ai pris une bûche qui était encore chaude. Genre, garnoté ça dans la tente, puis j'ai continué mon chemin. Je me suis étendue dans ma tente, j'étais bien, j'avais le bébé qui était au chaud, qui avait arrêté de pleurer à 2h du matin. J'entends « Ah! Mon bébé! » La maman s'était réveillée. Là, j'essaie de m'extraire de mon sac de couchage comme il faut pour essayer de sortir de ma tente. Je sors de ma tente, qu'est-ce que je vois? La princesse au bonbon. Ah! Le monstre! C'est elle! C'est le monstre! Là, j'essaie juste d'aller rendre le bébé à la maman. Je m'enfarge dans la corde à linge et je pile sur le kit de pique-nique neuf des 2 madames. Et là, j'essaie juste d'aller à ma voiture. J'arrive à ma voiture est pas là. L'adolescent est parti avec. Quand j'ai raconté cette aventure-là à mon médecin, il m'a dit « C'est vous ça? » Je suis allée la semaine passée au parc du Mont-Tremblant, puis on m'a dit qu'il y avait la légende d'une espèce de fourmi des montagnes sans âge qui semait la terreur dans le parc. En passant, vous devez un kit de pique-nique à ma femme. Moi, depuis ce temps-là, j'ai décidé d'arrêter de bien faire. J'ai décidé de fabriquer ma maison. Je me suis commandé une maison en kit et je suis en train de la faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bon plein air. Je suis sans voix. Une scène extérieure, avec un bois urbain, Audacieux. audacieux,
Elle a fait pousser les arbres dans une maison détruite. Mais, Léopold, si tu permets, ce que je vois là de la part de Véronique, c'est un rappel au baseball. Vraiment? Elle est allée chercher les briques du Fenway Park de Boston pour le ramener dans son histoire. C'est ça qu'elle veut imager. C'est sa menterie au niveau baseballesque. Bon, on sent qu'il y a un stade qui se bâtit autour d'elle. Tout à fait. Elle dit une maison pour son prochain camping. Non, c'est un stade. Elle vise loin, la Véro. Puis elle bâtit, hein? Brique après brique. Son histoire avance, se bâtit. Puis on le sent, là, le kit de fourmis quelque part qui nous hante. C'est un vrai vécu légendaire. En même temps, Léopold, peut-être que tu le sais pas, mais moi, je viens de la région limitrophe du Mont-Tremblant. Donc, je connais le parc du Mont-Tremblant et je connais toutes les légendes qui sont en lien avec le parc du Mont-Tremblant. Je n'ai jamais entendu parler de ceci. Ah? Et ça, c'est fort. Tu pousses la légende plus loin, Véro. Tu ne prends pas une légende locale pour te l'approprier, t'en inventes une. Et ça, tu fais partie des grandes pour ça. Puis les gens ont été dans la facilité avec des oiseaux, des chats. Oui. Mais elle y va avec le chat sauvage. Tu sais, c'est pas un animal facile à manipuler dans le conte. Le raton laveur. Voilà. Tu portes un masque, c'est malicieux, puis tu l'utilises à bon escient. J'ai décelé une petite morale, Léopold, à son histoire, si tu permets. Vas-y, André-Marc. Par son histoire, Véronique tente de créer des liens avec les gens, hein, avec son environnement et tout ça. Alors, Véronique veut défaire les murs pour en faire des ponts. Et t'es la première à utiliser une morale, puis ça, j'aime ça. Véronique, un autre accessoire. Pour tout ça, je te dis bravo! Dernier menteur de la division métropolitaine, Éric Michaud, directement du quartier Verdun à Montréal. Il nous arrive avec une histoire de lettres. À ton tour, Éric! Bonjour tout le monde, Éric Michaud. Écoutez, si vous avez des adolescents à la maison, allez les chercher, là. Allez les chercher, il faut que je leur parle. Vous avez le droit de rester dans la pièce si vous voulez, vous n'êtes pas obligés. Bon. Alors maintenant que vous êtes là, salut. Là, je sais que les adolescents n'aiment pas ça, se faire donner des leçons. Ça ne sera pas une leçon. Ça va être un récit d'expérience. Puis là, je sais, tu vas dire, un récit d'expérience, c'est plate. Tu sais, l'expérience, personne ne va entendre ça des autres. Mais pourtant, pour réussir dans la vie, il faut se fier à l'expérience des autres. Il faut être rusé, puis il faut être débrouillard. Puis, je vais vous parler un peu de mon expérience, de mes souvenirs à moi. Je me rappelle déjà plus jeune, très jeune, quand j'avais 7 ans, ma grand-mère elle m'avait dit, Éric, viens ici, viens ici. Elle m'a dit, tiens, voilà 5 $, là, mais je veux pas que tu dises rien à ta mère. Puis je dis, oh, ça va prendre plus que 5 $, grand-maman. Tu vois, débrouillard, rusé. Un petit peu plus tard, je me rappelle, quand j'avais à peu près l'âge de 10 ans, tout le monde avait un skateboard, c'était la mode d'avoir un skateboard, puis mes parents m'en achetaient pas parce qu'ils disaient qu'on était trop pauvres pour acheter un skateboard. Je me rappelle, un matin, ben de bonne heure, je m'étais levé, sans faire de bruit, avec ma petite planche de bois, mon marteau, puis j'étais allé placer la planche de bois en dessous de leur poignée de porte pour bloquer la porte, puis avec le marteau, j'étais allé casser le cochon dans la cuisine, puis j'ai volé l'argent pour aller m'acheter un skateboard. Tu vois? Rusé, débrouillard. Puis, ben, l'école secondaire est arrivée. Et puis là, je me rappelle, c'est mon prof de français que j'aimais le plus. C'est mon prof de français qui m'a appris l'importance d'avoir un vocabulaire. Il dit, Éric, si tu veux être rusé, si tu veux débrouillard, ça va te prendre un vocabulaire pour aller avec. C'est comme ça que tu vas pouvoir déjouer les gens. Ça te prend un bon vocabulaire. Puis je m'entendais bien avec lui, plus qu'avec mon prof de chimie. Mon prof de chimie, on dirait que lui puis moi, on n'avait pas de quelque chose. Mais là, ce que je veux te parler, c'est quand j'ai eu 15 ans. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai fait quelque chose. Un matin, j'ai fait ma chambre. Bon, là, tu vas dire, wow, le malade, il a fait sa chambre, on fait pas ça. Puis les adultes disent, ouais, ça doit être ça, ça m'a appris, un ado qui fait sa chambre. Minute.
J'ai fait mon lit comme faut. J'ai amené les choses dans le panier, j'ai rangé les choses. Tous mes albums de Tintin dans l'ordre, du plus raciste au moins raciste. Tu sais, quand Tintin au Congo, puis Tintin en Amérique, puis le reste. Là. Puis j'ai placé toutes mes cassettes de Madonna, de Metallica. Toutes mes cassettes de Metallica. Mes cassettes de Metallica, toutes dans l'ordre. Puis là, j'ai laissé sur le lit une lettre pour mon père. Mon père, il a dû être pas mal surpris de trouver une lettre juste écrit papa dessus. Puis il a dû être encore plus surpris de trouver ma chambre propre. La lettre, c'était simple. Je disais, papa, je suis parti de la maison. J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Suzanne. Puis je sais que tu l'aimerais pas bien à cause de tous ses piercings, puis ses tatous, puis surtout ses tatous d'en face, puis ses habits de biker, puis surtout le fait que Suzanne elle a 32 ans. Mais elle est enceinte. Puis Suzanne elle me dit qu'on va être bien heureux ensemble. Puis on a tout préparé là, papa. Suzanne elle a un trailer dans la forêt, puis on a du bois pour tout l'hiver. On va être correct. Puis on rêve d'avoir plusieurs enfants ensemble. Ouais. Suzanne, elle m'a ouvert les yeux sur bien des choses. Donc sur le fait que la marijuana, c'est pas mauvais pour tout le monde. Elle en fait pousser, elle. Puis elle en échange contre d'autres biens. Ouais, on est organisé. En attendant, on prie. On prie que la science puisse trouver un remède. Un remède contre le sida. Pour que Suzanne elle se sente mieux. Parce qu'elle mérite. Mais là, pour l'instant, elle souffre. Puis qui sait, peut-être qu'on va se revoir dans quelques années. Hein? Avec tes nombreux petits-enfants, papa. On va venir te visiter à la maison. Ou bien d'autres, tu viendras nous voir. On installera une coupe de tente de camping. Puis tu prendras bien du fun avec nous autres dans la forêt. Ouais. Signé, ton fils, Éric. PS. Tout ce qui est dans la lettre est pas vrai. C'est juste pour te dire qu'il y a des affaires bien pires qui pourraient arriver que le bulletin que je t'ai laissé sur la table de la cuisine. Chez mon ami Martin. Fait que je vais revenir pour souper, puis on pourra en parler si tu veux. Je suis revenu pour souper. J'ai-tu été chicané? Oui. Mais moins pire que j'aurais pensé. Parce qu'on dirait que ça avait comme saisi mon père sur le fait que son ado était pas si pire. Puis peut-être vous autres, les parents, vous regardez vos ados, puis vous dites, ouais, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être bien pire que ça. Fait que prenez les affaires pour qu'est-ce qu'ils sont. Puis les ados, là, ben c'est le temps là, de regarder vos affaires. Commencez par faire votre chambre. Ça, premièrement, ça va faire freaker vos parents complètement. Ils vont se douter de quelque chose à cette heure. Fait que vous voulez les faire capoter, faites votre chambre. Puis aussi, apprenez de l'expérience des autres. L'expérience, c'est comme installer un piège à souris. C'est toujours la deuxième souris qui mange le fromage. Fin de la leçon. Oui, Léopold! Scène typique d'appartement. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette pièce. Moi, j'ai l'impression que Éric Michaud travaille également chez MindGeek. C'est la même déco. Regarde sa bibliothèque, Léopold! Ben oui. Ben oui. Si tu regardes les livres, là, oui. Tu vois que c'est pas des vrais. Ça, c'est des livres que tu achètes au pied pour faire comme si tu savais lire. Au pied? Au pied. Ben, avec la grandeur d'Éric, c'est sûr qu'il n'a pas acheté beaucoup. Éric doit rentrer également directement dans une étagère. C'est des livres vides. C'est des livres vides. Oui, c'est ça qu'on cache, là? C'est ça? C'est ça, exactement. C'est pour remplir les tablettes. Parce qu'on sait qu'avec les bulletins qu'a eu Éric, hein, avec les bulletins, quand tu reçois l'appel d'Éric, tu sais tout de suite qu'avec ces bulletins, il n'a pas appris à lire. Là. Il sait pas lire. C'est sûr qu'il sait pas lire. Fait que c'est des faux livres. C'est ça, la belle menterie, Éric. C'est ton décor. Mettre en arrière le... Ah, j'ai adoré. Une belle technique. On fait assemblant de certaines choses pour amadouer l'œil de l'observateur. J'aime beaucoup ça. En même temps,
En même temps, Eric, dans sa menterie, il veut être. On le sait que c'est un champion. Là. Oui. Bon, fait que lui, il veut être sûr d'aller chercher une niche. Puis la niche qu'il a choisie, c'est une niche branchée. Il va chercher les jeunes. C'est vrai, ça, Éric. Belle observation, Léopold. Aller chercher les... C'est un geste politique qu'il fait, là, Éric. Ça peut aller jusque-là. Il veut parler du vote chez les moins de 18 ans. Puis en même temps, Éric, je le connais, Léopold, c'est un animateur historique, animateur de corpo et tout ça. Il a décidé de, si j'anime les ados, les parents sont contents. C'est une règle d'or dans l'animation de rue et de foule. Anime les enfants, les parents vont être contents. Il s'en va chercher par la bande, comme un petit pernicieux. C'est comme un amorti qu'on n'attend pas. Il veut faire l'amorti pour surprendre tout le monde avec le vote des parents. C'est rusé. C'est Je dirais, fort. je dirais même débrouillard, hein, parce qu'on anime les enfants. Là, tout le long, j'ai eu l'impression quand même que Éric Michaud, ou Éric, tout le long, j'ai eu l'impression qu'Éric préparait son après-carrière. Qu'est-ce que tu veux dire, Léopold? Ben, Tu penses déjà que c'est le chant du cygne par cette histoire? quelque part, là, il parle aux jeunes, Oui. puis la relève, ce qui va le suivre. J'ai entendu le coach à travers Éric. C'est là que tu t'en vas, Éric. Devenir coach en menterie pour la jeunesse. Former les futurs menteurs et menteuses du Québec. À ça, je ne peux mettre qu'un X. La Ligue te remercie à l'avance. Bravo. Et c'est ce qui conclut la première ronde de la Ligue mondiale de la menterie, la LMM, la division métropolitaine. Vous allez voir ici apparaître dans le haut de l'écran un lien web pour aller voter pour votre meilleure menterie. Sinon, on se voit très bientôt pour le premier match de la deuxième ronde de la Ligue mondiale de la menterie. À bientôt!